Bonjour, bonjour, bonjour Devox. Aujourd'hui, on aimerait bien vous raconter une petite histoire. Alors, pour les présentations, moi je m'appelle Jean-Baptiste Lièvremont. Je suis développeur dans l'équipe SonarLint à SonarSource. Alors, principalement sur les intégrations VS Code, IntelliJ et Eclipse. Moi, je m'appelle Christophe Zurn, ou Zuzu, si vous préférez. Du coup, je travaille également en tant que développeur chez SonarSource dans l'équipe langage. C'est l'équipe qui s'occupe donc de créer les analyseurs pour SonarCube. Entre autres. Petit Parce que spoiler. l'histoire qu'on a envie de vous raconter, c'est une histoire qui commence en 2009. 2009 avec ce qui au départ était un petit produit qui s'appelait Sonar, produit par une petite société qui s'appelait SonarSource. SonarSource parce que Sonar c'est de l'open source, donc voilà, open source, Sonar, source, tout ça. Et donc, comme je viens de dire, JB et moi, on est des développeurs, on est dans la technique, on n'est pas venu ici pour vous vendre des licences. Donc, on veut plutôt vous présenter l'histoire de SonarSource, qui a grandi, qui a évolué et qui a plusieurs produits. Et on veut vous présenter cette histoire d'un point de vue interne, un peu nous, comment on l'a vécu, comment on a intégré SonarSource et comment on a vu les produits évoluer au sein de l'entreprise. Pour moi, l'aventure SonarSource, elle commence en 2013, donc il y a 8 ans de ça, quand j'ai rejoint une petite start-up d'une quinzaine de personnes, du nom de SonarSource, pas basée à Genève, mais à La Roche-sur-Foron. Petite charmante bourgade de Haute-Savoie. Vous avez une petite idée de la vue qu'on avait depuis les bureaux. J'ai pas réussi à transmettre l'odeur parce que de temps en temps on avait des épandages. Voilà, c'était une toute petite société à l'époque. Et le produit qui jusque-là s'appelait Sonar, en 2013, a changé de nom, est devenu SonarCube. Donc pour qui Sonar est encore fabriqué chez Sonar, je vous invite à vous mettre à jour parce que ça fait juste 8 ans que ça a changé de nom. Et juste pour remettre dans le contexte, quand même, 8 ans, c'était les révélations de Snowden sur la NSA, la mort de Nelson Mandela et bien sûr quand même la sortie de la Reine des Neiges. Donc c'est pas tout jeune non plus. Alors d'un point de vue produit, pour les gens qui ont connu Sonar à l'époque, c'était une plateforme qui intégrait les résultats d'autres linters. Donc à l'époque, les linters c'était PMD, Checkstyle, Findbugs. Et puis c'était très très Java quand même, Sonar à l'époque. Le problème de ça, c'est que ça nous a assez limité très très rapidement. D'une part parce que les linters ne suivaient pas forcément les nouvelles versions de Java. Je me souviens qu'on a eu des gros problèmes avec Checkstyle lors du passage à Java 8, par exemple. Et puis c'était très très limitant pour la vision qu'on voulait apporter au monde à l'époque de la qualité, puis de la sécurité. Et donc effectivement, donc, ces linters qu'on utilisait, ils étaient principalement axés à l'époque sur les conventions de style, ce qui est très bien, parce que comme ça permet à toute l'équipe avec laquelle on travaille sur la même base de code, d'avoir la même façon de travailler. Mais on s'était aussi dit, il y a quand même quelque chose peut-être à faire en plus, à aller plus loin, et donc à trouver des problèmes plus intéressants, donc des bugs, ou même encore aller dans un autre domaine, la sécurité, et trouver des failles de sécurité. Mais ça, du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour le faire, on a dû faire notre propre soupe. C'est ça. C'est à peu près à cette époque-là qu'on a commencé à tout doucement bouger de cette plateforme d'intégration de résultats à vraiment un produit intégré avec nos analyseurs. Donc bien entendu au départ pour Java, parce que c'est quand même un peu notre cœur de métier à l'origine, et qui s'est rajouté par la suite à peu près 25 langages de plus. Donc vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a aussi bien des langages un peu modernes, un peu utilisés à l'heure actuelle, et puis pas mal de legacy aussi. Et donc, non seulement, en fait, on voulait aller plus loin dans ce qu'on voulait détecter,
Mais il y avait aussi la façon dont on reportait les issues à l'époque, où on s'est dit qu'il y avait quelque chose à améliorer. Parce que c'est bien beau de lancer un linter dans notre build, dans notre CI, et d'avoir 20 000 rapports d'issues, mais quand on en a 20 000, on ne va rien faire avec. Je veux dire, on va dire ok, c'est très bien, mais on ne peut juste pas tout fixer du jour au lendemain. Et quand on en a 20 000, d'en avoir 20 000 une, ça ne nous choque pas. Donc on ne va rien faire avec cette issue additionnelle. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, peut-être que cette issue, on devrait se concentrer dessus. Et c'est comme ça qu'on en est venu à introduire aussi à cette époque-là, il y a eu pas mal de changements quand même, un principe alors, qui pendant longtemps s'est appelé fix the leak, mais ça faisait un petit peu plombier. Pardon. Donc on a appelé ça clean as you code. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est vous avez le produit qui est intégré dans l'intégration continue, qui va régulièrement vous rapporter des choses sur le nouveau code, et en se concentrant sur le nouveau code, en se concentrant à faire en sorte qu'il n'y a pas de nouveaux issues, que le coverage est correct sur le nouveau code, bah, c'est tout le code de l'appli qui devient meilleur. C'est comme si vous partez à l'assaut du Mont Blanc. Hein, vous n'allez pas partir en claquette de Chamonix et puis gravir 4000 mètres de D+, comme ça. Non, vous allez monter au tramway du Nid d'Aigle, vous allez du coup monter après de refuge en refuge et puis atteindre le sommet un jour. Et donc, également, en fait, avec ce principe de clean as you code, c'est comment on veut l'appliquer. On veut l'appliquer en fait à chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle fonctionnalité dans un produit. Et pour être sûr qu'on applique ce clean as you code à chaque fois, on veut une barrière pour dire non, bah, là, effectivement, c'est joli ce que tu as fait, mais il y a peut-être moyen d'améliorer et d'être sûr qu'on fixe ces bugs. Donc on a introduit le concept de Quality Gate, qui va justement être une barrière sur la qualité du code qui est rajouté au fur et à mesure des fonctionnalités. Ce Quality Gate, on peut le créer en fonction donc, du nombre de nouvelles issues qu'il y a dans le code ou du taux de coverage. Et donc ces deux concepts l'un avec l'autre, le Clean as you code et les Quality Gate, bah, du coup, comme vous faites en sorte à chaque nouvelle version que le Quality Gate soit passé sur le nouveau code, puis comme vous allez toucher petit à petit un coup le front, un coup le back, puis de temps en temps, bah, par contagion, c'est toute la qualité globale du code, il y a un vrai effet cliquet qui se met en place. On va livrer une version qui va avoir une qualité correcte, la version suivante un tout petit peu plus, la version suivante un tout petit peu plus. Et puis là où, quand vous installez le produit, vous avez un jeu de règles par défaut qui est en gros celui que nous on utilise en interne, vous allez pouvoir rajouter des règles. C'est-à-dire qu'une fois que c'est tout clean partout, on dit ah tiens, cette règle-là, il y a peut-être 2-3 trucs à trouver dans notre code. Donc voilà, mécaniquement, c'est la qualité de tout le code qui augmente. Et donc c'est comme ça, en rajoutant toutes ces fonctionnalités dans Sonar, qui était à l'époque, que Sonar est devenu donc Sonar Cube. Et donc Sonar Cube, première version, c'était la Sonar Cube 4.0. On n'est pas revenu en arrière. Mais voilà, donc la première évolution de notre produit en 2013, la même année que JB a rejoint SonarSource. Quelques années plus tard, on s'est dit, alors la CI c'est bien, mais la feedback loop, elle peut être assez rapide, assez lente justement, assez longue chez des gens qui ont une CI un peu longue, où ça s'intègre ok avec l'exécution des tests, mais quand on a une demi-heure, 1 heure, 4 heures de build, la boucle de feedback elle n'est pas assez rapide. Donc, en 2015 est arrivé le petit nouveau SonarLint. C'est les mêmes analyseurs que SonarCube, mais dans l'IDE. Il y a des gens qui connaissaient déjà les intégrations Chexa et les compagnies. Là, ce qui fait vraiment la force, c'est que c'est exactement les mêmes analyseurs, avec la même qualité de description qu'on a dans SonarCube, et en mode connecté, c'est même carrément les mêmes quality profile qui s'appliquent. Donc c'est vraiment, on n'attend pas que la CI passe, c'est chaque dev a sur sa machine un petit outil qui lui dit fais gaffe là, t'as peut-être un petit truc. Et encore, quelques années plus tard, en 2017, un petit nouveau de nouveau dans la famille, Sonar Cloud.
Donc, de la même façon dont on s'est dit, on peut, avec SonarLint, améliorer l'expérience utilisateur, on s'est dit, SonarCube, c'est bien, c'est sympa, mais c'est quand même pas mal de travail à préparer, à installer. Il faut mettre son propre serveur, ça prend un peu de temps, ça prend des ressources de s'en occuper, de mettre à jour. Et c'est comme ça qu'est né le concept d'avoir ce service sur le cloud. Donc Sonar Cloud, qui a commencé SonarCube on the cloud, mais qui est très vite en fait devenu son propre produit, parce que l'utilisation de Sonar Cloud est en fait complètement différente. Les utilisateurs de Sonar Cloud, en fait, ils s'attendent à ce qu'ils puissent très facilement intégrer cette analyse avec tout le reste du CI qui est déjà dans les autres services cloud comme les plateformes DevOps. Et donc ça nous amène en 2018. 2018, l'année à laquelle Chris a rejoint la boîte. Donc 3 petits produits et on amorce un petit virage. Et donc 2018, j'ai rejoint la boîte, on était 65 à l'époque. Et les bureaux, ils ont un peu évolué, puisqu'on a vu avant, c'était à La Roche, bureau historique, mais maintenant on est sur Genève, donc des bureaux plus grands, une boîte qui a quand même bien évolué depuis, plus peuplée. Oui, parce que bizarrement, ouvrir un bureau à Genève, ça a facilité 2-3 choses au niveau recrutement. L'autre bureau qu'on a ouvert à l'époque, c'était tout neuf, c'est Austin, Texas, aux US, à la base pour attaquer un peu le marché américain niveau vente et marketing. Et donc 2018, donc l'année où j'ai rejoint, c'est aussi l'année de la SonarCube 7.9 LTS et l'année sur laquelle on a fait un virage dans la sécurité. Donc moi j'avais rejoint SonarSource, à l'époque on était ancré sur la qualité de code et la maintenabilité sur le long terme. Mais un des premiers produits sur lequel j'ai travaillé en rejoignant SonarSource, c'était en fait un tout nouvel engin d'analyse de sécurité qu'on voulait préparer pour la release 7.9. Donc, encore une fois, pour resituer, 2018, c'est la 2e étoile de l'équipe de France de football. C'est le seul et unique lancement à cette époque de la Falcon Heavy et la sortie donc de Bohemian Rhapsody. Et donc, de notre analyseur de sécurité. Et donc, l'analyse de sécurité, c'était vraiment un chantier majeur et c'est devenu un point sur lequel on s'est concentré depuis et qu'on continue à améliorer au fur et à mesure des nouvelles versions que l'on fait. Parce que l'injection en fait, de vulnérabilité, c'est quand même un sujet qui est compliqué et qui est très intéressant. Et c'est un peu à la mode. Maintenant, les entreprises se rendent compte que c'est vraiment un point très critique de tous les systèmes. Et tout ça, ça se base sur... Ça se fait pas tout seul. Donc on va essayer de vous expliquer un peu le processus, comment on arrive à partir des flux de caractères jusqu'à des vulnérabilités un peu touchy. Alors le premier niveau d'analyse qu'on a dans nos analyseurs, c'est l'analyse lexicale. C'est jusqu'ici rien de bien compliqué. On part d'un flux de caractères qui est dans un fichier. On applique les règles de tokenisation du langage. Et ce que ça va nous sortir, c'est un flux de tokens. Qui vont être les éléments de base du langage. Déjà à ce stade-là, il y a une valeur ajoutée qui est assez sympa, c'est qu'on peut déjà faire de la coloration du code. Alors, ça apporte pas grand-chose en termes d'issue, mais c'est la première étape. Et du coup, la deuxième étape sur laquelle on peut continuer une fois qu'on a ces tokens, c'est l'arbre de syntaxe. Donc l'arbre abstrait de syntaxe, c'est un arbre qu'on crée en prenant la grammaire du langage et en fait on va représenter donc, ce code sur un arbre qui représente la structure de langage. Et là déjà, une fois qu'on a cette représentation, on peut commencer à faire des règles qui commencent à être plus intéressantes parce qu'on peut détecter dans cet arbre des similarités, donc du code qui est dupliqué ou des branches qui sont en fait exactement les mêmes. De ces arbres syntaxiques, on va ensuite rajouter des infos sémantiques. Donc à cette étape-là, ce qu'on va venir rajouter, c'est
Donc on a ces beaux arbres de syntaxe abstrait qui vont déclarer, suivant les langages, des types, des fonctions, des méthodes, des structures de flux de données. Et ben, en faisant cette résolution des symboles et en attachant des infos sémantiques, on va commencer à trouver des bugs potentiellement rigolos. Déjà, en vérifiant potentiellement des contraintes de nullabilité, en vérifiant des bornes sur des types, ce genre de choses. Et l'étape suivante, c'est après de regarder l'exécution du code. Comment s'exécute le code? Pour faire une analyse comme ça, on doit créer ce qui s'appelle un control flow graph, le CFG, et on va représenter tous les chemins possibles qu'un code peut exécuter. Une fois qu'on a construit ça, ça permet vraiment là d'aller beaucoup plus loin déjà dans les analyses et de relever des règles très très intéressantes. Par exemple, on peut trouver qu'un bout de code n'est jamais appelé, n'est jamais exécuté, ce qui est probablement montre que c'est un bug, effectivement. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Hein. Quand il y a du code mort, normalement, c'est pas trop normal. Et donc tout ça nous amène à la dernière étape, qui est justement le boulot de notre analyseur de sécurité. C'est une fois qu'on a tous ces contrôle flow graph qui sont extraits à l'étape précédente, on a une belle forêt de contrôle flow graph, et on va essayer de trouver des chemins tout droit entre ce qu'on va appeler des sources de données, donc par exemple des paramètres HTTP, des variables d'environnement, des noms de fichiers, des trucs comme ça, qui sont potentiellement contrôlés par un attaquant, en bon français. Et si on trouve un chemin tout droit entre ces sources de données et des sinks vulnérables, à savoir soit une exécution d'une commande, une exécution d'une requête SQL, ce genre de choses, et bien là, on a une vraie vulnérabilité, et c'est mathématiquement et logiquement prouvé. S'il y a un chemin tout droit, là, on le voit sur cet exemple-là, je ne sais pas si le code est super lisible, mais en gros, on a un paramètre HTTP qui sort d'une requête ici, et en suivant le flux de données, eh ben, on s'aperçoit que c'est utilisé derrière directement pour exécuter une query sur un entity manager. Voilà, là, clairement, alors celle-là, elle est assez simple. Il y a 4-5 étapes. Il faut imaginer qu'on a déjà vu du code où il y a 30-35 étapes avant d'atteindre le sync. Et donc, si vous êtes toujours réveillé, que vous avez suivi les 5 derniers slides avec passion, n'hésitez pas à venir me voir au stand après, parce qu'on recrute, et c'est un domaine qui est très intéressant. Je reviens un petit peu du coup sur ce qui nous a amené. Donc ça, c'était vraiment la vue analyse très très... alors je ne vais pas dire bas niveau, parce qu'il y a quand même 2-3 concepts sympas, mais ça reste très très analyseur. C'est-à-dire c'est un peu notre cœur de métier, mais on n'a pas que ça chez nous. C'est-à-dire que pour pouvoir présenter ensuite ces résultats, eh ben, on a une vraie expérience utilisateur. Un des baby steps vers justement ces vulnérabilités un peu complexes, ça a été de rajouter les emplacements secondaires, les secondary locations dans notre jargon, où, oui, effectivement, il y a un endroit où on va venir souligner qu'il y a un issue, mais on va utiliser aussi la navigation dans le code pour aller expliquer pourquoi c'est un problème à cet endroit-là. Donc après, comme on l'a dit, toutes ces techniques d'analyse, c'est bien beau. Et l'évolution s'est faite donc, dans l'UI aussi, on a vu les secondary locations, mais dans l'UX, l'expérience utilisateur qui est quand même très importante parce que avoir les bonnes données qui sont les issues, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir les présenter de façon cohérente et qui ont du sens. Et donc, SonarQube a bien sûr évolué tout au fil de ces années et est devenu vraiment beaucoup plus facile d'utilisation et beaucoup plus clair sur le reporting. Sur le reporting, sur l'observabilité. On sait que c'est un sujet très très porteur en ce moment. Il y a eu des gros efforts faits dans les versions récentes sur le déploiement, sur tout un tas de choses qui facilitent la vie pas seulement des utilisateurs, mais aussi des administrateurs SonarQube. Et donc Sonar Cloud, qui a également suivi une évolution du X, mais pas
la même que SonarCube, parce que là, on est vraiment dans une expérience cloud native. On veut s'intégrer vraiment facilement avec les autres plateformes de DevOps qui sont disponibles sur le cloud. Et avec un petit bonus sur Sonar Cloud, on a aussi également, dans ces dernières années, mis en place l'analyse automatique du code sur les langages interprétés. Donc tout ce qui est Python, PHP, JavaScript, on arrive maintenant avec un simple setup d'analyser directement ces projets. Et donc pour finir ce tour des produits, SonarLint, comme je disais, c'est l'intégration dans l'IDE. Donc au lieu d'attendre la CI, on a le retour direct quand on ouvre le fichier. Et maintenant, depuis pas longtemps, on a en plus le fixe. C'est-à-dire que sur une quarantaine de règles Java pour l'instant, et bientôt beaucoup plus, on vient carrément éliminer l'issue à la racine. C'est-à-dire on ne va même pas le pousser. Là, au moins, on pousse quasiment que du code propre, quand on fait attention. Et donc, comme on a vu, pour résumer l'évolution, Sonar, c'était jusqu'en 2013, mais 2013, c'est devenu SonarCube. Donc, Sonar, ça n'existe plus. 2015, sortie de SonarLint. 2017, la sortie de Sonar Cloud. 2018, l'entrée de Sonar Source dans la sécurité. Et on arrive à la LTS qui est sortie un peu plus tôt cette année, la 8.9, avec un focus vraiment sur la sécurité, l'analyse, la tent analysis pour trouver des vulnérabilités dans le code. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a par la suite ? Par la suite, ce qui arrive, donc la 8.9 LTS, elle vient de sortir. Donc c'est la première version, il me semble, sur laquelle on a des images Docker officielles qui sont maintenues par nous. Donc si vous utilisez Docker pour déployer SonarCube, maintenant c'est des belles images stampées par le DoD, le département de la défense américain. Ce qui arrive dans les séries 9X, alors c'est une intégration encore plus proche avec les plateformes DevOps, donc les gestionnaires de source code type GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps. Ça va être l'observabilité, ça va être aussi la scalabilité, parce que maintenant on a fait en sorte, je crois que c'est la 9.0, de faire en sorte que quand on tourne SonarCube sur Kubernetes, il se comporte bien, il est observable et puis il se relance quand il faut. Côté SonarLint, donc comme je disais, il y a un gros boulot qui est fait sur les quick fix et il va y avoir un énorme boulot de fait sur la détection des secrets, donc les clés d'API, les tokens d'authentification, les trucs comme ça, pour éviter de les pousser. Et Sonar Cloud, donc comme disait Zuzu, on passe de l'analyse automatique des langages interprétés à celle des langages compilés, où là, il y a des vrais risques d'un point de vue sécurité, mais on va faire en sorte que ça marche. Et donc, pour finir, Sonar Source en 2021, c'est pas que 3 produits, c'est aussi 4 bureaux. Donc, on a des bureaux en France, en Suisse, en Allemagne et à Austin. C'est quand même plus de 200 personnes réparties sur ces 4 sites. Et une analyse complète qui a la possibilité d'analyser 27 langages différents. Et derrière tout ça, c'est aussi un peu une grande famille, avec pas mal de fromage fondu, une organisation, moi j'ai jamais vu ça ailleurs, des équipes autonomes. Alors, on entend souvent parler d'équipes autonomes, mais le vivre c'est quand même autre chose. Donc encore une fois, je le rappelle, venez nous voir après sur le stand et puis on va discuter. Merci. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on sera heureux de les prendre. Oui. Est-ce que vos instances dans le cloud, à travers les données collectées, vous ont aidé à améliorer vos analyses de code ? Alors, la question c'est si on a exploité les données de l'instance cloud pour améliorer. Oui, ça nous arrive. On a de la télémétrie en place sur quelles règles sont les plus souvent remontées, sur lesquelles sont les plus souvent marquées comme faux positifs ou on fixe. Et ça nous donne un vrai feedback pour améliorer la précision. Un autre
canal de feedback dont on n'a pas parlé encore, c'est notre forum communautaire. Où là, vraiment, c'est pas pour vendre ma soupe, mais c'est tous les devs, on surveille le forum communautaire. Le support aussi, les équipes support surveillent. Et c'est par là, encore une fois, hein, nos produits ils sont open source. Nous, le forum communautaire, c'est grâce à ça qu'on a vos feedbacks, qu'on améliore vraiment nos produits. Si vous avez un problème d'UX ou un problème de perf ou n'importe quoi, venez, on en parle, on essaye de comprendre ce que c'est et on l'améliore pour tout le monde derrière. Oui. Oui, juste une question, il y a une extension qui s'appelle SonarCube dans IntelliJ. Ça sert à quoi? C'est autre que SonarCube. Ok. Alors la question c'est quoi notre relation avec l'extension SonarCube dans IntelliJ? C'est une extension communautaire. C'est un plugin communautaire qui a été fait pour... alors si je ne m'abuse, eux, leur but c'est d'afficher les issues du serveur dans l'IDE. Eh ben, c'est cool que ça existe. Ça fait plaisir de voir que les gens cherchent à s'intégrer avec nos produits. Nous, on a vraiment pris le parti dans SonarLint d'avoir exactement la même analyse, mais sur le code local. En mode connecté, on va aussi afficher... Alors, ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur l'analyseur de sécurité, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un moteur qui est assez lourd à tourner, donc il tourne encore dans la CI. Par contre, ce qu'on va faire en mode connecté, c'est que les issues, les vulnérabilités qui sont trouvées côté serveur, on va les afficher dans le code source, dans l'IDE. Voilà, c'est une particularité. Mais Donc c'est pas un produit de... non, l'extension SonarCube, le plugin SonarCube communautaire dans IntelliJ n'est pas issu de SonarSource. Alors j'ai deux questions. Oui. La première c'est avec toutes les évolutions, est-ce qu'on a encore besoin de PMD, Checkstar et Finebug? C'est une bonne question. Nous, clairement, on ne les utilise plus. Nous, en interne, ce qu'on va utiliser, c'est nos analyseurs avec nos règles. Du coup, comme on est nos premiers utilisateurs, on a aussi nos premiers feedbacks. Hein. On échange régulièrement du feedback sur les faux positifs, etc. Mais concrètement, nous, on pense qu'on va forcer personne à utiliser un outil ou un autre. Après, je pense que les gens sont assez grands pour s'apercevoir qu'effectivement, s'il y a un outil qui fait exactement le même boulot qu'un autre, il n'y a peut-être pas forcément besoin de les garder les deux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, là où un linter classique, ça donne un snapshot, nous, on suit l'évolution dans le temps. Voilà, si ça peut répondre à la question. Et la deuxième c'est lorsqu'on rajoute par exemple le SonarCube sur des applications qu'on appelle historiques, qui vivent depuis 20 ans, etc. Comment on fait, et je comprends bien que l'idée c'est plus de jouer sur le différentiel que d'essayer de tout corriger, comment on fait pour que le développeur il n'ait pas une idée dans lequel ce soit Noël avec tous les trucs qui s'allument C'est une excellente question. On a tenté il y a quelques années dans SonarLint d'afficher uniquement les nouveaux issues, les issues sur le nouveau code. Ça pose des tas de problématiques super intéressantes à résoudre sur finalement c'est quoi la définition du nouveau code. Alors dans des tas d'IDE, on a des intégrations avec les SCM où on peut dire ok d'accord, le nouveau code c'est tout ce qui n'est pas encore commité. Ah oui mais attends, commité ça veut dire quoi? Ok, on va dire le nouveau code c'est ce qui n'est pas encore poussé. Ok, mais du coup, si tu es dans SVN, tu n'as pas tellement ces notions-là. Donc voilà, les subtilités pour montrer que les issues sur le nouveau code, c'est vraiment tricky, et pour le moment, ce n'est pas un domaine dans lequel on a envie forcément d'aller. Ceci dit, il y a donc les dashboards. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur l'UI qu'on a montré tout à l'heure. Je vous invite à venir sur le stand parce qu'on a une petite démo. On va avoir le dashboard global, en gros de la branche main du projet. Et puis on va avoir le dashboard sur le nouveau code, où là clairement, moi quand j'utilise l'UI de SonarCube, je passe que par ça. C'est le nouveau code sur ma branche, sur ma PR, et voilà. Et du coup je sais exactement ce que j'ai introduit. Et le pendant de ça, c'est encore une fois en mode connecté dans SonarLint, on va avoir les notifs. C'est-à-dire, ok, j'ai fait du mieux que je pouvais dans SonarLint, j'ai fait en sorte d'avoir fixé les issues un peu faciles. Je pousse mon code, j'ouvre une PR,
et puis quelques minutes plus tard, le temps que ma PR tourne, je vais avoir ma notif dans SonarLint, et fais gaffe, tu as oublié des trucs, ou il y a des trucs que tu n'as pas vus. Voilà. C'est comme ça que nous, on cherche à attirer l'attention des gens sur bosser sur leur nouveau code. Et effectivement, ça ne résout pas complètement le problème du code legacy avec ces 42 000 issues, on est d'accord. Mais mécaniquement, encore une fois, on cherche vraiment à s'intéresser sur le code qui sert, le code qui bouge. Voilà. Alors, je vais juste les prendre une par une. Donc, les vulnérabilités dans les images Docker. Alors, ok, donc je vais répéter la question. L'idée c'est, est-ce qu'on fait de la détection de vulnérabilité dans des images Docker, et en particulier dans les dépendances? Ok, ça c'est un domaine dans lequel on ne va pas. C'est de la SCA, donc c'est de la Software Composition Analysis. Nous, notre cœur de métier, c'est l'analyse de code source. Donc SAST, Static Application Security Testing. C'est vraiment, nous, on se base sur le code source. Alors, par contre, la définition de code source, elle s'élargit. Donc, on ne va pas chercher forcément à aller regarder dans des Docker files, encore que ça pourrait être une idée de feature intéressante. Par contre, dans les versions récentes, là, c'est vraiment sur la série 9X, on commence à avoir des analyseurs sur l'infrastructure as code. Donc, on va aller voir dans les YAML pour dire, attention, là, tu utilises une construction un petit peu touchy, attention, là tu fais un lien entre deux ressources qui ne devraient pas. Voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Mais l'analyse de dépendance, on a des plans de R&D pour faire des trucs sympas, mais là, c'est vraiment trop tôt. Si je vous en parle maintenant, j'ai pas envie de vous faire de promesses qu'on ne saura pas tenir. Mais on va pas faire, non, clairement, on va pas faire ce que font très bien d'autres outils. Alors, donc si j'ai bien compris, la question c'est d'essayer de empêcher du code d'être committé s'il contient de nouveaux issues, des trucs comme ça. Alors, on a ça de manière partielle à l'heure actuelle avec les intégrations dans les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes DevOps. Par exemple, dans l'intégration GitHub, encore une fois, ça se voit dans la démo qu'on a sur Sonar Cloud. Quand on va faire une pull request, via l'intégration GitHub, on va avoir des checks qui vont empêcher de merger la pull request s'il y a des issues, si le quality gate sur le nouveau code n'est pas atteint. C'est via ça qu'on passe, parce qu'après, le problème de mettre des hooks sur Git ou n'importe quoi, c'est très très bas niveau, c'est très fragile, et puis à la fin, en fait, nous on a l'impression que ça empêche un peu les développeurs de travailler. Et on n'a pas envie d'aller vers ça. Nous, ce qu'on a envie vraiment, c'est d'aller aider les développeurs et les développeuses à écrire du beau code, à écrire du code propre. C'est pas de les empêcher de bosser. C'est-à-dire. Alors, les supports des frameworks. Ouais. Les supports des frameworks, c'est quelque chose sur lequel on travaille de temps en temps quand on estime qu'il y a qu'il commence à y avoir une vraie adoption dans la communauté. Et encore une fois, hein, c'est via le forum communautaire qu'on arrive à mesurer ça. C'est quand on sent qu'il y a un potentiel, typiquement pour les règles de sécurité. Les règles de sécurité, on a des sources qui sont définies en se basant sur ce qui est déclaré, sur ce qu'on identifie comme des sources de données dans les frameworks. Ça va être Spring, ça va être en Python, ça va être Flask, ça va être Django, en JS, ça va être Express, etc. Mais c'est du travail manuel. C'est-à-dire que nous, on va aller regarder les frameworks, on va identifier les sources, on va identifier les syncs, et on va paramétrer notre analyseur de sécurité avec ça. Donc après, écrire des règles spécifiques pour un framework spécifique,
Ça a l'air vachement tentant du point de vue de l'utilisateur du framework, mais pour la personne qui va devoir maintenir les règles derrière, la question se pose. Donc vraiment, s'il y a des règles pour un framework où vous pensez qu'elles peuvent avoir du sens et qu'elles peuvent intéresser la communauté au sens large, il ne faut pas hésiter à venir sur le forum communautaire et proposer les règles. On a une vraie discussion. Nous, derrière, ce qu'il faut voir, c'est que dans la spécification des règles, on n'a pas que la spécification de qu'est-ce qu'on va détecter. On va spécifier une description de règles où justement on va venir expliquer, bon ben voilà, nous on pense qu'ici, il y a un problème parce que la bonne pratique, c'est plutôt de faire ça, etc. Donc on va chercher à faire ça de manière claire. On va chercher à avoir des exemples de code où il y a l'issue qui est détecté, ou qui va être détecté. On va essayer d'avoir des exemples de code de comment le fixer. Et des fois, on va même aller encore plus loin, c'est dire, bon ben voilà, cette règle-là, on sait que potentiellement, elle peut avoir plein de faux positifs. Donc en fait, il y a plein d'exceptions. Et celles-là, on va les lister aussi. Donc ce boulot de spécification, on a des gens très très bons chez nous qui sont les PM langages qui s'en chargent, mais ils ne peuvent pas inventer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse. Vraiment, si vous avez des idées de règles sur des frameworks ou des bibliothèques ou des trucs comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter à les proposer parce que voilà, nous, ça nous sert de base pour améliorer nos produits. Alors, je vais répéter la question. Donc, c'est comment on se positionne par rapport à, en gros, nos concurrents principaux, qui sont Cast sur la calorimétrie, pour ne pas les citer, et Checkmarx sur la sécurité. Eh bien, je suis mal placé pour vous répondre parce que je suis développeur. Mais ce que j'en sais, c'est que Cast, qui était le gros acteur du marché au moment où on a lancé SonarCube, on a réussi à se faire une place à côté d'eux. Et une place qui commence à prendre pas mal d'importance. Donc, encore une fois, on ne va pas chercher à les remplacer. Si vous avez Cast et SonarCube, tant mieux pour vous. Nous, l'approche qu'on prend, c'est vraiment la qualité et la sécurité dans les mains des développeurs. Donc des gens qui peuvent vraiment agir dessus. Moi, ce que je connais de Cast, après pareil, je ne suis pas non plus expert là-dedans, mais ce que je connais de Cast, c'est que c'est plutôt orienté audit, et audit one-shot. Nous, c'est la qualité et la sécurité en continu. C'est la principale différence que je fais. Checkmarx, je serais bien embêté pour vous répondre parce que je ne sais pas du tout comment il fonctionne. Mais clairement, on cherche à se faire aussi une place dans la sécurité. Je pense qu'il y a pas mal de potentiel avec nos nouveaux analyseurs. C'est quoi le next étape, la prochaine étape concernant les analyseurs, notamment sur la sortie du Java 17, vous avez des dates? Alors, donc la question c'est quoi les prochaines étapes dans les analyseurs? Eh bien, je ne maîtrise pas complètement la roadmap analyseur. Moi, je connais plutôt la roadmap SonarLint, personnellement, bizarrement. Les roadmap analyseurs, ce que j'en sais, c'est que le support Java 16-17, c'est genre tout frais, Ouais. où ça arrive. Je crois que ça a été release il y a quelques jours, semaines. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Ouais. donc, Voilà. donc ça, le support de Java sur les analyseurs Java, c'est toujours, on essaie d'être à jour envers les versions qui sortent. Sinon, les autres analyseurs, c'est pareil. Et surtout, donc il y a un gros focus sur la sécurité, sur le cloud native, sur le mobile, sur Kotlin. Il y a pas mal de choses qui vont sortir de ce côté-là sur les analyseurs. Alors, on n'a pas du tout parlé techno d'Implem. Rapidement, nous au début, on était très très Java. Donc, la plateforme Sonar de base, c'était du Java. À l'époque, c'était même du JRuby on Rails. Heureusement qu'on s'en est débarrassé. À l'heure actuelle, les analyseurs, là où à l'époque on avait tendance à justement faire nos propres front-end pour l'analyse, de plus en plus maintenant on utilise des front-end natifs. Donc par exemple, l'analyseur Java depuis 1 an maintenant, je crois, il est basé sur ECJ, donc le compilateur Eclipse pour Java.
qui nous donne à peu près gratuitement l'AST, les infos sémantiques, etc. L'analyseur JavaScript, TypeScript, il est basé sur ESLint, sur le front-end ESLint. Et après, nous, on vient plugger nos règles derrière. L'analyseur C++, il est basé sur Silang, sur le front-end Silang. Donc, il va nous extraire tout, encore une fois, l'AST, une partie des infos sémantiques, et nous, après, on vient écrire nos règles qui s'intègrent là-dedans. Donc voilà, ça nous permet de suivre les évolutions des langages. Je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble qu'une des dernières versions de l'analyseur C++ est au standard C++ 20, donc 2020. Voilà. Parce que ça bouge aussi le monde C++, mine de rien. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se tenir à peu près au courant. Et bien encore une fois, merci. Et puis on vous invite à venir sur le stand. Merci beaucoup.